Ce quatrième reportage, consacré au sujet forêt privée et changement climatique, met l'accent sur toutes celles et sur tous ceux qui pensent et qui agissent différemment. Nous sommes, je crois, nombreux à comprendre que nous allons demain devoir inventer de nouvelles manières de résoudre les questions auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés. C'est, je crois, particulièrement vrai pour les forêts et pour leurs écosystèmes. Ce reportage propose ainsi 3 exemples qui nous invitent à oser d'autres voies. Le premier montre ce qui se passe quand un expert comptable abandonne ses liasses fiscales dans les bois. Il ouvre une des voies pour valoriser la multifonctionnalité des forêts. Le second réinvente le mécénat pour doper la résilience des forêts. Mieux encore, il milite pour que cet argent privé ne se concentre plus sur la plantation d'arbres. Enfin, le troisième est le fruit d'une association entre un gestionnaire forestier et un gars d'HEC féru de technologie. Grâce à leurs différences mises en commun, ils inventent une plateforme de services de gestion des forêts privées. La première est donc l'une des rares solutions de diversification des revenus tirés de la forêt qui fonctionne. C'est le projet Être en forêt, lancé à la frontière de la Haute-Vienne et de la Corrèze. Elle a été conçue et elle est animée par Xavier Blanc. Je suis propriétaire forestier, je le suis devenu, c'est un parcours que j'ai choisi en fait. Rien ne me destinait à ça parce que je suis expert comptable au départ de formation et le métier de la forêt m'a beaucoup plu. J'ai acquis des connaissances en forêt depuis maintenant une vingtaine d'années qui m'ont permis à un moment donné de passer le cap et de ne plus travailler qu'en forêt. Pour moi, l'ouverture d'être en forêt, ça date d'une grosse année à peu près. C'était au printemps 2024. Ce site a été choisi ici tout particulièrement par la variété de toutes les zones qu'il présentait naturellement. Il y a une zone humide de 3-4 hectares dans laquelle on va pouvoir découvrir toute la faune et la flore bien spécifiques de ces milieux-là, milieux ouverts. Il y a 1 kilomètre de bord de Vienne, donc qui permet, avec en plus la zone humide, les ruisseaux et les mares, les différentes mares qu'il y a, de pouvoir essayer aussi de réfléchir à tout le rôle de la forêt sur l'eau. Il va y avoir aussi des zones d'observation, avec un hamac géant dans lequel on va pouvoir se poser pour regarder les arbres, observer avant de faire quoi que ce soit. L'observation est très importante pour l'étude et l'expérimentation. On va trouver aussi des zones un petit peu plus ludiques aussi, où voilà, on va trouver des jeux, une chasse au trésor, toujours dans une idée de pédagogie aussi. Ça va être après un certain nombre de spots dans lesquels on va donner quelques éléments, quelques bribes de solutions à des idées qui peuvent se passer là sur le plan pédagogique aussi. Il y a aussi tout un espace où on a inventorié l'ensemble sur un demi-hectare, tous les arbres présents, qui s'appelle un martéloscope et qui est un jeu de simulation pour s'entraîner à la formation à la sylviculture et découvrir un peu ce que c'est justement que la gestion forestière et toute la difficulté du choix des arbres. Le tout premier but au départ, c'était beaucoup moi en tant que propriétaire forestier, c'était de donner un coup de main aux autres propriétaires forestiers en permettant d'avoir un lieu d'accueil où on puisse parler de sylviculture et de forêt ensemble et savoir comment le faire et d'échanger des contacts, d'échanger des réseaux. Mais très vite, je me suis rendu compte que le besoin et la communication sur ces sujets-là étaient beaucoup plus larges parce qu'il y a tout un enjeu sociétal aussi derrière la forêt. Donc j'accueille aussi pas mal de scolaires et dans tous les âges, depuis les maternelles, primaires, collèges et lycées, mais aussi du coup des adultes en visite guidée, individuelle ou en groupe, avec des associations aussi et des gens comme ça, et qui ont envie de venir découvrir l'écosystème forestier, de comprendre son fonctionnement, de le décrypter un peu. On a l'impression tous de connaître la forêt, mais en fait, il y a beaucoup de choses. C'est un monde vraiment assez extraordinaire, d'une richesse extraordinaire, et où on n'a jamais fini de l'étudier. Le projet des visites, c'est vraiment celui d'ajouter une flèche à mon arc euh, dans celui de la multifonctionnalité de la forêt. C'est vraiment ça. Xavier montre que le discours sur la multifonctionnalité des forêts peut se traduire en solutions concrètes. La question financière, comprise comme un moyen de consolider la résilience des forêts, figure d'ailleurs aussi parmi celles qui sont à l'origine de la création d'une association désormais reconnue d'intérêt général, Silvac. Loïc Cassé, son délégué général, explique le sens de l'action de cette association.
La problématique qu'on avait identifiée, c'était qu'à l'époque, il y avait un vrai problème de financement, en fait, de la transition des pratiques sylvicoles face au changement climatique. Donc, l'idée, c'était, de se dire: «Comment est-ce qu'on peut créer un système qui va avoir une capacité à apporter de l'argent en forêt, tout en allant sur des opérations de gestion de sylviculture qui vont, progressivement accompagner l'adaptation au changement climatique?» On a 3 membres fondateurs dans Sylvact qui sont assez, on va dire inhabituels dans le champ de la forêt, puisqu'on a une région, donc la région Rhône-Alpes à l'époque, Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, la métropole du Grand Lyon, et la banque Neuflize, qui sont les 3 membres fondateurs qui chacun sont arrivés avec, une attente. La région, c'était de se dire: «Comment je peux avoir un dispositif qui arrive à descendre à l'échelle de territoires forestiers, vraiment de massifs?» La métropole de Lyon, c'était lié, c'est toujours lié à sa politique autour du bois énergie, hein, de chaufferie urbaine, en disant: on a un centre urbain qui finalement consomme, d'une certaine façon de la forêt. Comment est-ce qu'on peut rééquilibrer, cette relation avec les territoires ruraux? Et puis la banque Neuflize, c'était le début de toutes les démarches, RSE, carbone, de se dire, comment est-ce que l'entreprise peut être aussi, un facteur positif pour accompagner la forêt dans cette transition climatique. Sylvact réunit des mécènes qui aident les propriétaires forestiers, publics comme privés, à réaliser des actions sylvicoles adaptées à leur massif. Elle peut ainsi accompagner différents types de travaux: diagnostic, ouverture de cloisonnement, travail du peuplement et travaux sur la régénération naturelle. On a 2 catégories de financeurs au niveau de Sylvact. Donc il y a des financeurs publics. Donc là, on a ce qu'on appelle des conventions de reversement. C'est-à-dire qu'un financeur nous dote, de, 100 000, 200 000 € et nous dit: «Moi, je veux que, ces fonds soient utilisés sur les massifs», par exemple, pour la métropole de Lyon, de mon bassin d'approvisionnement. Et puis après, effectivement, les mécènes privés, en fait, on est dans du mécénat. Donc il y a pas de contrepartie, puisqu'il y a déjà une défiscalisation importante. On a des mécènes qui sont très ancrés localement, qui nous disent: «Moi, les massifs situés en proximité, de mes sites ou de mon histoire m'intéresse particulièrement et je veux être positionné, sur ces zones-là. Et puis on a des mécènes plus nationaux, on va dire, qui eux disent: «Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait un maximum de forêts qui s'engagent dans ces modes de gestion, relevant de l'intérêt général» et du coup, tout massif forestier, on est prêt à l'accompagner. Et en fait, en travaillant sur ces 3 niveaux de financement, ça nous permet d'éviter d'avoir ce qu'on appelle des territoires qui soient orphelins de financement. C'est-à-dire, par exemple, quand on est dans les Alpes, on a plus de facilité à trouver des mécènes que quand on est, par exemple, aujourd'hui, comme en Grand Est. Et donc, en jouant sur ces 3 niveaux de financement, on arrive à éviter à avoir des territoires orphelins de financement. Nous, ce qu'on peut constater, c'est qu'en 2015, quand l'association a été créée, on était dans un contexte où il y avait vraiment très peu d'argent, qui allait en forêt. Aujourd'hui, c'est l'extrême inverse, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'argent en forêt. Donc là, on est dans une époque, très, intéressante pour les forestiers. Le principal challenge dans lequel Sylvact est confronté, c'est qu'on ne communique jamais sur de la plantation d'arbres. Parce que pour nous, la question de la plantation d'arbres, c'est pas une question de gestion forestière. On essaye d'éviter, d'avoir recours à cette pratique qui aujourd'hui est la plus onéreuse en forêt et la plus risquée en termes de réussite. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des mécènes qui acceptent de rentrer dans, ce que c'est que la gestion d'un écosystème complexe, mais aussi dans le cadre d'un jeu d'acteurs assez complexe aussi en forêt. Tout en sachant qu'on n'est pas une association militante. C'est-à-dire qu'on ne défend pas, nous, une vision de la forêt qu'il faudrait appliquer partout et tout le temps. On est vraiment dans des enjeux de discussion dans les territoires avec les acteurs, de construction, de compromis, de concertation, etc. Sylvact agit pour que les choix sylvicoles s'intègrent dans un projet territorial forestier plus vaste. C'est sans nul doute pour moi l'un des gros apports du travail de cette association. Elle accompagne ceux qui ont décidé ainsi de faire coïncider intérêt particulier et intérêt général. On n'est pas un dispositif qui s'impose. C'est qu'on dit, sur certains choix de gestion, il y en a qui ont fait l'objet d'une concertation, qui ont été identifiés dans le programme Sylvact, dans notre projet sylvicole territorial. Et en fait, quand vous engagez vos forêts dans ces itinéraires de gestion, là, vous faites quelque chose qui profite à l'intérêt général. Et dès lors, vous êtes légitime à être accompagné financièrement pour porter cet investissement. Et c'est toute l'argumentation qu'on a présentée devant l'administration fiscale qui nous disait, accompagner un propriétaire forestier à améliorer son patrimoine, ça relève pas vraiment de l'intérêt général. Donc effectivement, un propriétaire qui dit, moi, dans mon document de gestion, je reprends un itinéraire Sylvact, quelque part, il profite d'une opération de concertation qui a eu lieu à l'échelle du territoire, et surtout, ça lui permet de pouvoir dire, j'inscris ma forêt dans des objectifs qui relèvent aussi de l'intérêt général du territoire. L'économie des forêts de Sylvact se fonde, comme les autres, largement sur la production de bois, principalement du bois d'œuvre. Elle s'inscrit donc dans une sylviculture assez classique.
Les itinéraires forestiers qu'elle encourage cherchent toutefois à concilier cette production de bois d'œuvre et un travail pour augmenter la robustesse des écosystèmes forestiers. Tous nos itinéraires, à terme, donc sur des échelles de temps forestières, produisent du bois. On n'est pas du tout dans des sylvicultures qui viseraient pas à produire du bois. Alors c'est vrai qu'on est plutôt sur des enjeux de production de bois d'œuvre, avec deux enjeux majeurs. C'est de travailler le mélange d'essences, donc de travailler la communauté pour rendre le peuplement plus résilient, et puis de travailler aussi la stratification du peuplement. C'est un petit peu le fil rouge de Silvac, c'est de dire comment déjà on reconstitue des écosystèmes forestiers, ce qui va permettre en fait de favoriser leur résilience face à des phénomènes climatiques qu'on ne maîtrise plus aujourd'hui. Cette méthode de conception d'un projet forestier territorial présente d'ailleurs bien d'autres intérêts. Elle permet par exemple de construire de nouvelles formes de coopération entre la ville et les campagnes. Loïc illustre cela à travers la stratégie du Grand Lyon. Sur Lyon, ils consomment à peu près 200 000 tonnes de bois énergie par an. Il n'y a pas 1 kilo de bois qui vient du périmètre de la métropole de Lyon. Et donc, ce qu'on a convenu avec les élus de la ville de la métropole, c'était de se dire, bah, en gros, quel est votre périmètre d'approvisionnement? Quels sont les territoires sylvactes qui sont dans ces périmètres d'approvisionnement? Et du coup, bah, on a établi un lien entre se dire, bah, comment on peut mettre en place aussi une solidarité entre la métropole de Lyon et des territoires ruraux. Aujourd'hui, on parle de contrat de réciprocité. Bah, c'est une façon d'approcher cette notion de réciprocité, de se dire bah, à la fois on est territoire qui consomme du bois, mais les Lyonnais consomment aussi des espaces ruraux, parce que le week-end, bah, ils profitent aussi des alentours de Lyon, mais sans être dans une logique de compensation. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est dire bah, à chaque fois que je consomme une tonne de bois, je reverse X euros à Silvac. Ça ne nous intéresse pas, parce que c'est des mécaniques qui sont assez dangereuses à la fin pour nous. Donc on a plutôt estimé la volumétrie de travaux forestiers qui pouvaient être engagés sur ces territoires, et donc les besoins de financement afférents. Et donc bah, après, avec une négociation avec la métropole pour que leur soutien bah, soit significatif. En procédant ainsi, Sivac cherche à agir sur le plus grand nombre possible de surfaces forestières. L'association cherche vraiment à faire levier en matière de changement de pratique. On cible des projets qui relèvent de l'intérêt général, et ensuite on se donne les moyens de pouvoir mettre en œuvre un maximum de travaux forestiers dans un maximum de surfaces de forêt qui permettent de répondre à ces enjeux-là. Donc au-delà du tiers de confiance, c'est surtout pour nous d'être un catalyseur en fait pour un changement de pratique à grande échelle. C'est-à-dire que nous, accompagner 5 hectares de travaux par an sur un territoire, ça ne nous intéresse pas vraiment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand on commence à toucher les 100, 200 hectares par an. Là, on est dans la maille de l'enjeu d'adaptation au changement climatique. Il faut convaincre aussi des mécènes de rentrer dans ces dynamiques-là, où on sort de l'échelle un petit peu micro-projet. En gros, venez, on va planter des arbres chez Monsieur Dupont, ça va être super, on vient avec les salariés. Là, on rentre dans des échelles plutôt territoriales. Donc, bah, il faut jouer sur ces deux tableaux. Le troisième exemple prouve à quel point l'innovation exige souvent de sortir de nos zones traditionnelles de confort. C'est sans doute ce qui s'est passé quand Loïc Zelvec et Victor Chevrillon, le premier gestionnaire forestier, le second issu d'HEC et qui venait de terminer une enquête sur la filière du Cachemire, ont décidé de lancer ensemble Chloros. Nous, en fait, on essaye d'être une sorte de boîte à outils assez complète de la gestion d'une forêt privée. Donc c'est effectivement ce côté très intégral qui nous différencie pas mal de certains acteurs. On construit d'entrée de jeu avec un investisseur le projet en disant voilà, ça c'est une forêt sur laquelle il va y avoir des projets carbone, nous on va le gérer de telle et telle manière, ça c'est une forêt sur laquelle il va y avoir des enjeux de remembrement, etc. Donc selon l'appétence et les envies de l'investisseur, on va se lancer ensemble dedans et nous on leur projette ce qu'on prévoit de faire sur les 10-15 années à venir. Et s'il faut mettre la main dans des données, on le fait. S'il faut optimiser le chantier, on le fait. S'il faut travailler le foncier, le carbone, la biodiversité, on va regarder un peu tout ça. Chloros s'adresse majoritairement aux propriétaires forestiers privés. L'entreprise leur propose ses services via un modèle de facturation qui est spécifique afin d'éviter la tentation de trop couper. On a réuni à peu près tout ça sous un format qu'on essaye de rendre aussi lisible que possible, qui en fait est une facturation annuelle à la surface. On ne fait pas ce que font certains professionnels de la forêt qui se rémunèrent par exemple en pourcentage des coupes de bois. On trouve que ça pourrait nous inciter à trop couper. Or, c'est vraiment pas de notre sylviculture. On essaye d'optimiser mètre carré après mètre carré, hectare après hectare, et donc on a un forfait qui est par hectare et par an, et qui va pouvoir inclure
pas tout, mais à peu près tout ce qu'on va pouvoir faire dans la forêt. Chloros se développe depuis maintenant 5 ans. La plateforme s'organise en fait autour de 2 entreprises complémentaires. On est présent sur on va dire une grande diagonale qui va de la Bretagne jusqu'aux Alpes. Et on a des gestionnaires forestiers et également des gestionnaires de milieux naturels qui sont salariés. On travaille en fait à 2 structures. On a un groupe en fait avec Chloros et Foreston. Et Foreston, c'est vraiment la branche opérationnelle et terrain. C'était très important pour nous d'internaliser complètement cette compétence. On est très à cheval sur le type de gestion forestière qu'on va mettre en place. Donc on a une vingtaine de gestionnaires forestiers qui sont situés, Nantes, Angers, Tours, Île-de-France, en Bourgogne et puis jusque dans les Alpes. Nous avons demandé à Arthur de nous expliquer quels étaient les profils types de leurs clients. Alors, c'est à peu près toujours des groupements forestiers, mais qui ont été créés par des personnes physiques. Notre cycle un peu plus classique, c'est qu'on va accompagner des gens jusqu'à la propriété forestière. Et donc, c'est des gens qui n'avaient pas forcément de forêt avant, on les aide à créer une structure. C'est des individus qui deviennent un groupement forestier. Le premier reportage de cette série rappelait à quel point le morcellement extrême de la forêt privée française était le plus souvent un obstacle pour développer des actions dédiées résilience. Or, Chloros a justement fait de ces questions l'une de ses différences positives. On s'est fait vraiment une spécialité sur certaines forêts morcelées qui effraient pas mal de gens. Nous, c'est un sujet qu'on aime beaucoup. On le fait parfois sur des forêts qui, au départ, faisaient une dizaine d'hectares, d'autres sur des forêts de 600 hectares. Et on va essayer de regrouper un petit peu et de recréer des îlots de gestion cohérents. On va dire que c'est un vrai travail de fourmi. On va aller systématiquement identifier et contacter les voisins pour leur proposer de mettre en place une gestion forestière commune, de faire des échanges, de faire des acquisitions. Aujourd'hui, je pense que c'est une des choses dont on est le plus fier parce que c'est quelque chose sur lequel on arrive à avoir le plus de résultats. On le voit, le monde de la forêt bouge, il innove, il expérimente des solutions. Et je crois que ce n'est que le début. D'autres reportages à venir exploreront d'autres pistes à ce sujet. Je vous souhaite donc le meilleur et je vous dis à très vite.